Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce lundi 18 janvier 2016. Sachez d'abord que vous pourrez suivre à la fin de cette édition un entretien que nous a accordé un jeune Nigérien doctorant en droit de l'autre côté de la France. Il s'agit de M. Béchir Amadou. L'entretien a porté sur la situation juridique de M. Ama Amadou, candidat à la présidentielle du 21 février prochain et qui garde prison à Filengue dans le cadre de l'affaire de supposition d'enfants. Rendez-vous donc en fin de cette édition. Une autre brève, cette fois-ci de sport. Il s'agit donc du premier match de l'équipe nationale de football composée des joueurs locaux, le MENA version CHAN, qui a livré cet après-midi au Rwanda son premier match dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations réservé justement aux joueurs locaux, Rwanda 2016. Le MENA national s'est incliné face à l'équipe du Nigeria sur le score de 4-1. Un but nigérien marqué à la fin de la rencontre. Le premier match donc du MENA qu'il perd donc de l'autre côté du Rwanda. C'est dans le cadre du CHAN 2016 qui se déroule donc au Rwanda. Le MENA, comme vous le savez, est logé dans la poule C avec le Nigeria et d'autres pays. Le directeur Afrique subsaharienne et de l'Ouest du ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne est en visite dans notre pays. Ce matin, il était face à la presse pour expliquer les raisons de sa visite dans notre pays. Ibrahim Abdou et Sidi Ousmane nous résument cette sortie médiatique. Pour sa deuxième visite au Niger, il réédite la même démarche, à savoir un face-à-face entre lui et la presse. Lui, c'est George Smith, ambassadeur et directeur régional pour l'Afrique subsaharienne et le Sahel au titre du gouvernement fédéral allemand. C'est un tour d'horizon donc de l'actualité nationale et internationale, de la situation politique au Niger en cette période de pré-campagne électorale. Je viens de parler de l'audit fait sur les fichiers électoraux, donc ce sont des choses comme ça, mais aussi en travaillant étroitement, c'est pas seulement l'Union européenne qui fait ça, mais c'est la CEDEAO, donc il y a des standards, il y a des gens qui observent les élections, donc il y a toute une gamme qui pourrait être mise à la disposition pour faire en sorte qu'on observe les élections. Mais ce qui est important, c'est aussi l'appel à soit l'opposition, soit le gouvernement, de ne pas aller trop loin, de ne pas aller, comme je viens de le dire, de dépasser de adversaire au ennemi. Parce que je pense que toute la classe politique a une responsabilité pour mieux gérer le climat politique. Donc, et c'est ça qu'on ne cesse pas de passer le message, parce que le pays en total a beaucoup à perdre si ça descend dans la violence. La politique migratoire de son pays, surtout avec les derniers événements survenus en Cologne, a été aussi abordée. En Allemagne, ce qui se passe maintenant, c'est que dans tous les pays, on trouve les réfugiés. Par exemple, ce sont les parents des élèves qui se plaignent que les écoles soient libérées ou une partie de l'école soit libérée pour héberger les gens. Et chaque jour, pendant l'année, chaque jour, il y avait 10 000 gens qui arrivent à nos frontières. Donc ça pose énormément de problèmes, même pour un pays comme l'Allemagne, parce qu'on ne veut pas seulement se limiter sur les héberger quelque part. On a vraiment l'intention d'offrir quelqu'un une possibilité de s'intégrer. Et l'Allemagne était le seul pays qui avait fait en sorte que les frontières restent ouvertes jusqu'à présent. Vous avez pu constater les différences Grande-Bretagne et les autres. Donc, on tient beaucoup à cet esprit d'ouverture. Mais s'il y a un événement comme à Cologne, les harcèlements, les agressions massives qu'on n'a jamais connues en Allemagne dans cette escale, c'est difficile à expliquer à la population. Naturellement, la coopération qui lie le Niger à son pays, tout comme d'autres préoccupations du moment, n'ont pas été manquées d'être abordées par le diplomate allemand. Les hôtels, bars et restaurants de la capitale Niamey sont restés fermés jusqu'à 18h ce lundi à l'appel de l'Association nigérienne des professionnels de l'hôtellerie et du tourisme qui ont par ce mouvement voulu se rappeler des événements tragiques des 16 et 17 janvier 2015 au cours desquels donc plusieurs lieux de loisirs, des bars, des restaurants et des hôtels ont été saccagés.
À l'occasion des manifestations anti-Charlie, les responsables de cette association ont par la même occasion voulu interpeller les autorités de la 7e République par rapport aux engagements qu'elles ont pris vis-à-vis d'elles sur le dédommagement après ces événements. Le constat de ce mouvement d'humeur avec nos reporters Halidou Brema et Adamou Soumana. C'est un silence de cimetière que l'on observe en ce jour, à 18 janvier 2016, dans les structures hôtelières, restaurants et autres lieux de loisirs de Niamey. Ce silence marque entre autres le mécontentement des patrons du secteur de l'hôtellerie et du tourisme suite aux tragiques événements survenus il y a une année de cela. On est obligé de fermer toute la journée. C'est pas pour faire le mal aux clients, c'est pas pour faire le mal à l'État, et c'est pas que les gens savent qu'on était fermé. Les gens savent, tout ce qui est des opérateurs économiques aujourd'hui au Niger connaissent les établissements qu'ils ont restés fermés apparemment. Ils savent que c'est de l'argent qui est brûlé là-bas. Mais le problème, on avait eu des victimes. Si vous êtes là hier, vous avez vu, on a apporté 1 minute de silence à toutes les victimes qu'on avait eues. Donc on avait eu un décès, on a dit bon, pour respecter la journée de 16 au 17, il faudra qu'on observe une journée de fermeture en mémoire de disparus. Tout ce que les gens ont décidé, il faut les encourager. Parce que moi-même, ça m'a touché. Moi-même, ça me concerne. Les événements qui sont passés, les 17-18, l'année passée là, ça m'a touché. Je peux vous dire que je serai le 2e ou le 3e touché à Niamey. Malgré tout ce temps, nous avons eu l'effort de reprendre nos hôtels, nos bars, sans qu'un appui de l'État. Nous avons vendu nos vêtements, nos parcelles, nos trucs pour renouveler, reprendre ce secteur. Ce mouvement symbolique prévu prendre fin à 18h la même journée vise surtout à interpeller les décideurs politiques à protéger davantage ce secteur très porteur. On a vu à 2 mois de cela ce qui s'est passé à Bamako. Hier, ça s'est passé à Ouaga. Le Niger n'est pas épargné. S'il vous plaît, l'État nigérien doit prendre une mesure préconise. Sécuriser tous les hôtels, puisque là où il y a du monde, et c'est là où on cherche à faire du mal. S'il vous plaît. Aujourd'hui, on sait bien, pour sécuriser des lieux, c'est des montants colossaux. On ne peut pas faire face à ces montants-là. Ça fait longtemps qu'on a demandé au ministre de nous aider. Il faut sécuriser nos hôtels. Parce que quand on dit le secteur tourisme, ce n'était pas même pour notre sécurité. C'est la sécurité des gens qui viennent de l'extérieur, de nos clients. Et tant qu'il n'y a pas la sécurisation dans une structure, donc ça veut dire qu'il n'y a pas un travail, quoi. Donc c'est ça. Parce que tant que l'endroit n'est pas sécurisé, les gens ont peur de venir. Aujourd'hui, le secteur du tourisme a tombé. Les gens ont peur de voyager, d'aller dans les hôtels. Vous avez vu ce qui se passe au Mali, au Burkina. Ainsi, comme le dit un adage, prévenir vaut mieux que guérir. Les autorités compétentes se doivent d'être prévoyantes pour sécuriser davantage les paisibles citoyens et leurs biens afin d'éviter certaines situations au pays. Le bureau exécutif national du syndicat des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base appelle ses militants à observer un sit-in vendredi prochain. Cette action, comme la grève de 72 heures observée la semaine dernière, vise à contraindre les autorités de la 7e République à prendre en compte les revendications inscrites dans la plateforme revendicative du syndicat déposée devant le gouvernement. Soumaïl Abdoulaye et Ali Cissé Ibrahim. Aucune société ne peut se développer sans l'assurance d'une éducation de qualité et régulière. Plus encore, pour que cela se concrétise, les enseignants doivent être mis dans les bonnes conditions de vie et de travail. Ce qui n'est malheureusement pas le cas dans notre pays, où ce qui le témoigne est la grève de 3 jours qui a été observée par les enseignants militants au sein du syndicat national des agents contractuels de l'éducation de base, dont le secrétaire général Moukela Halidou dresse le bilan. Le SINASEP a observé 3 jours d'arrêt de travail sur l'étendue du territoire national. Des arrêts de travail qui ont été appuyés par une journée de jeûne le jeudi 14 et la journée du vendredi 15. Nous nous sommes attelés à faire des lectures du Saint-Coran et à organiser dans certains cas des prières collectives. Globalement, il faut dire que c'est un mouvement qui a été très bien suivi à Niamey comme à l'intérieur du pays, du fait aujourd'hui de la complexité du problème que nous avons.
et aussi du fait de l'engagement, en tout cas, des camarades et surtout de la pertinence des problèmes exposés à l'endroit du gouvernement. Ce qui a fait aujourd'hui l'adhésion de l'ensemble des enseignants autour de ces préoccupations. Aussi face au mutisme et à l'indifférence du gouvernement dans la non-prise en compte de leurs plateformes revendicatives, les enseignants rassemblés au sein du SINASEB entendent durcir le ton dans les jours à venir. Ce qui nous amène aujourd'hui à vouloir engager une autre action au cours de cette semaine qui vient de débuter, et que le vendredi, Inch'Allah, nous allons organiser des sittings à l'échelle nationale aussi. À Niamey, nous allons l'organiser au niveau du ministère de la fonction publique, et à l'intérieur, ça sera organisé ou au niveau des instructions de travail ou au niveau des directions régionales de l'enseignement. Ça dépend de l'organisation des régions. Et également, nous aurons des missions au niveau national qui seront à l'intérieur du pays pour une campagne d'information et de sensibilisation à l'endroit de nos camarades. Voilà aujourd'hui ce que nous avons projeté pour cette semaine, en attendant également l'exécution, comme je l'ai dit tout à l'heure, du mot d'ordre de sitting pour le vendredi et faire des prévisions également pour les autres semaines à venir. Dans tous les cas, il n'y a pas de problème sans solution. Il revient alors aux autorités en charge de l'éducation de rétablir le dialogue avec le SINASEB d'une façon constructive afin d'éviter aux élèves des perturbations dans leur formation. Hors de chez nous, 3 jours après l'attaque de l'hôtel Splendide et du restaurant Cappuccino par des terroristes, les Burkinabés s'interrogent encore sur le manque de réactivité de leurs autorités lors de ces événements qui, c'est un rappel, ont fait 29 morts. Depuis samedi, le Splendide Hôtel aux façades noircies, le café Cappuccino à la terrasse dévastée sont devenus des zones réservées aux enquêteurs. Seuls quelques clients rescapés ont pu récupérer leurs affaires. Il y a aussi des visites d'officiels venus assurer le Burkina Faso de leur solidarité. Le Premier ministre malien dimanche, le président béninois ce lundi. Pour les Burkinabés tenus à l'écart, avenue Kwame Nkrumah, beaucoup de questions se posent encore, en particulier sur les failles qui ont permis cet attentat. Il n'y a pas beaucoup de sécurité dans notre pays. Tout le monde peut rentrer dans notre pays comme ils veulent. C'est mal arrivé, c'est le mauvais moment, parce qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'on sort d'une crise qui nous a franchement affaiblis sur tous les plans. 18 enquêteurs français sont venus épauler leurs collègues, mais on connaît toujours aussi peu de détails sur l'attaque. 7 corps restent à identifier. Al-Qaïda au Maghreb islamique a publié la photo de 3 membres supposés du commando, mais de nombreux témoignages font état de plus de 3 assaillants. D'autres parlent de la présence de femmes. Les djihadistes ont prié dans une mosquée proche avant de passer à l'attaque, affirme le ministère de l'Intérieur, de quoi alimenter les suspicions. Nous serons plus vigilants, mais ça ne peut pas nous empêcher de vivre avec nos autres frères ailleurs, que tu sois noir ou blanc, que tu sois chrétien ou musulman. Environ 60% de la population du Burkina Faso est musulmane et tous les pays de la sous-région, des pays pauvres, craignent maintenant la radicalisation de quelques-uns qui pourraient fournir des combattants et des soutiens aux groupes terroristes, toujours plus incontrôlables et sans frontières. Tension politique entre la France et le Gabon. Libreville n'a pas en effet apprécié les propos du Premier ministre français Manuel Valls dans une émission télé hier, des propos dans lesquels il a douté de l'élection du président Ali Bongo Ondimba. Du coup, le Gabon a décidé de rappeler pour concertation son ambassadeur en France. Récit. Face au Premier ministre français, l'humoriste Jérémy Ferrari n'a pas envie de plaisanter. Il revient sur la marche historique des chefs d'État du 12 février 2015, après les attentats de Paris. Comment vous expliquez qu'Ali Bongo se retrouve en première tête d'une marche pour la liberté d'expression? Manuel Valls se défend, mais lâche le président du Gabon. Vous retenez Ali Bongo, moi je retiens et le président de l'autorité palestinienne, et le Premier ministre israélien, et surtout un autre Africain élu, lui, Ibrahim Boubacar Keïta. Parce qu'il n'est pas élu, Ali Bongo, finalement? Non, pas comme on l'entend. Peu commenté en France, cette allusion fait grincer les oreilles des autorités gabonaises. Libreville veut des clarifications. Dans tous les cas, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a rappelé donc au Gabon notre ambassadeur en France donc pour consultation. Succédant à son père Omar Bongo, Ali Bongo est contesté sur sa victoire en 2009 avec 41% des voix, mais aussi sur ses origines. La polémique actuelle enflamme le débat entre les pros et anti-Bongo, à 8 mois de l'élection présidentielle au Gabon.
Ali Bongo brigue un deuxième mandat dans ce pays pétrolier, pilier de la politique africaine de la France. Manuel Valls y est même attendu en février à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires français. L'Iran annonce l'achat de 114 Airbus et augmente sa production de pétrole. La République islamique veut ainsi marquer son retour sur la scène internationale après la levée des sanctions occidentales contre elle. C'est indéniablement le sujet du jour à Téhéran. Par SMS ou dans les discussions, on ne parle que de cela dans les rues de la capitale iranienne. Heureux de la levée des sanctions internationales, beaucoup d'Iraniens, surtout les petits commerçants, préfèrent aussi rester très lucides sur les effets à court terme. Cela prendra au moins 4 ou 5 ans pour que les commerces reprennent comme avant. Et je pense que nous ne verrons pas grand-chose. Pas tout de suite en tout cas, il faudra attendre. Attendre notamment une amélioration de la situation économique intérieure que beaucoup d'Iraniens estiment plus impactée par la baisse des prix du pétrole depuis des mois que par les sanctions internationales. Une réalité pour les consommateurs et les commerçants iraniens. Mais avec cette nouvelle respectabilité économique et financière, l'Iran devrait aussi voir revenir sur son sol les entreprises européennes et américaines, la fin d'un contentieux de plus de 13 ans. Ces sanctions étaient une injustice contre l'Iran. Les annuler, c'est réparer cette injustice. Cela crée un sentiment de bonheur, à condition que, s'il plaît à Dieu, ce soit vraiment bon, et que cela ne se répète pas, et que de nouvelles pressions ne soient pas exercées sur l'Iran. La levée des sanctions américaines, européennes et onusiennes contre l'Iran devrait s'échelonner sur une période de 10 ans. Partie magazine donc de cette édition, elle est consacrée, comme je vous le disais, à l'entame de cette édition, à un entretien que nous a accordé Maître Bachir Amadou. C'est un jeune Nigérien doctorant en droit basé en France. L'entretien a porté sur la situation juridique de M. Ama Amadou, candidat à l'élection présidentielle du 21 février prochain et qui garde prison à Filengue dans le cadre de l'affaire dite de supposition d'enfant. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Sur cette question de M. Amamadou aux élections présidentielles, je pense que déjà, ils peuvent s'en féliciter en fait de la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle, parce qu'à un certain temps, les gens avaient pensé que l'article 47, autant pour moi, alinéa 2 de la Constitution, qui faisait de la bonne moralité en fait une exigence constitutionnelle, allait permettre en fait, allait être une brèche tendue à la Cour constitutionnelle pour invalider cette candidature. Heureusement, la Cour constitutionnelle avait fait une lecture beaucoup plus autonome de cette question-là et avait défini le concept de bonne moralité qui, dans son arrêt, la Cour avait bien, l'arrêt du 9 janvier, la Cour avait bien précisé que la bonne moralité était un concept flou. En fait, ce sont des concepts juridiques qui sont pas aussi explicites. C'était comme un concept assimilable à l'ordre public qui n'est jamais défini. Donc la Cour s'est arrogé cette autonomie en fait en tant que juge de l'interprétation de la Constitution pour interpréter ce qu'elle entendait par bonne moralité. Je pense que cela a permis à la Cour constitutionnelle de façon beaucoup plus autonome et de valider la candidature de M. Amamadou. Maintenant, s'agissant de la demande de mise en liberté provisoire qui a été introduite par son conseil au niveau de la Cour d'appel, il faut se dire que déjà la Cour d'appel dans un premier temps, avait refusé d'examiner cette demande parce qu'elle a estimé que la demande, c'était d'abord la demande de mandat, du lever de mandat d'arrêt. Elle a estimé que cette question n'a pas été soulevée au niveau du juge de première instance, donc il n'était pas opportun pour elle d'examiner cette demande au second degré. Ce qui était tout à fait justifié à ce titre. Ce qui pose problème, je dirais, même au niveau du débat juridique, c'est la motivation en fait de la cour d'appel pour le rejet en fait de cette candidature, de cette demande de mise en liberté provisoire. Vous savez, au Niger, on a le régime juridique en fait de la détention provisoire. Et on sait que dans les termes, c'est que c'est la détention qui reste la règle, l'exception autant pour moi, c'est la liberté qui demeure toujours la règle. Et c'est ce qui aujourd'hui caractérise justement l'état de droit dans un pays. Cela veut dire quoi? L'article 131 du Code de procédure pénale nigérien a défini clairement les conditions dans lesquelles une détention pourrait être justifiée. C'était 3 conditions fondamentales. La première, c'est il faudrait qu'il y ait un trouble incessant à l'ordre public.
Aujourd'hui, je pense que les gens se sont remis de cette émotion, même si la justice suit son cours, et que tous les autres co-inculpés, j'allais dire, sont déjà à liberté provisoire. Donc, il était, sur ce point-là, légitime pour un avocat, en tout cas, de demander, en fait, de conseiller d'ailleurs, et sinon même d'encourager son client à demander une mise à liberté sur ce point-là. La deuxième condition, c'était qu'il y ait des garanties suffisantes de représentation en justice. La garantie suffisante de représentation en justice suppose en fait, je veux dire, la mise à disposition de la personne à la justice et que la personne puisse répondre à tout moment. Je pense que là-dessus aussi, la cour d'appel aurait pu faire une interprétation beaucoup plus opportune pour pouvoir s'inscrire dans la même droite de la ligne tracée par la Cour constitutionnelle et permettre à ce niveau à M. Mamadou de recouvrer sa liberté parce que sa candidature étant déjà validée, on voit mal M. Mamadou qui va encore fuir le pays, non? Il va rester sans doute pour battre campagne et de ce fait, il va pouvoir se mettre à la disposition de la justice. En ce sens, on pourrait penser qu'il a aussi des garanties suffisantes de représentation. Et la dernière condition posée par l'article 131 du Code de procédure pénale, c'était les pressions. Peut-être il ne faudrait pas que par ces agissements, l'auteur puisse en fait exercer des pressions sur les témoins. À ce niveau aussi, on sait que l'instruction est clôturée. Donc l'instruction était vraiment la procédure, en fait, le point clé de la procédure, la phase en fait déterminante de la procédure, c'était l'instruction. L'instruction ayant été déjà clôturée, l'affaire étant déjà renvoyée devant un tribunal correctionnel pour y être jugé, le tribunal correctionnel ayant rendu déjà une première décision d'incompétence, aujourd'hui on peut estimer que il n'y a même plus en fait besoin, il n'y a plus besoin en fait aujourd'hui de croire à une éventuelle pression sur les témoins. Donc, à ce sens, sinon, les autres ne seraient pas à liberté. La concertation frauduleuses, c'est même pas que la pression, ça peut être, en fait, une certaine concertation, en fait, entre les co-inculpés, leur permettant, en fait, de ne pas, en fait, monter une même ligne de défense, une même défense, ou avoir les mêmes déclarations. Et c'était ça qui était crainte, en fait, peut-être de l'accusation qui était le parquet, le procureur. Mais à ce titre aussi, je peux dire que si c'est le cas, en fait, les autres ne seront pas à liberté parce que là, on n'aurait pas, en fait, évité cela parce que tous les autres, à l'exception de M. Mamadou, sont à liberté. Donc, si concertation frauduleuse il y a, donc ils sont déjà concertés. Ce qu'il faut le dire, c'est que au niveau de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, il y a une lecture que faite, c'est dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle lie, en fait, les autres. Bon, on m'a parlé de questions, moi je sais que avant-hier, sur RFI, on parlait d'infraction de droit commun. Certes, il y a infraction de droit commun, mais les gens, en fait, ont tendance à faire une lecture de cette situation en oubliant un principe fondamental. Un droit fondamental, c'est celui qui est consacré par notre Constitution, le droit à la présomption d'innocence. Et tout laisse croire qu'ici, on est dans une question de présomption de culpabilité. Aujourd'hui, les avocats de M. Mamadou peuvent, s'ils le souhaitent, saisir la Cour constitutionnelle en tant que juge électoral, cette fois-ci, pour lui faire en fait connaître de l'inégalité qui existe entre les candidats. Parce que M. Mamadou, aujourd'hui, il faut le dire, en tant que candidat, devait jouir des mêmes droits que les autres. Donc il y a une égalité de traitement qui est assurée, en fait, qui est prévue par le code électoral. Aujourd'hui, le juge électoral, c'est la Cour constitutionnelle. Dans ce cas de figure, la Cour constitutionnelle, en matière électorale, pouvait se prononcer encore une fois de plus sur cette question afin de rétablir les candidats de leurs droits. La Cour constitutionnelle est juge électoral. Donc sur ce point-là, oui, elle est compétente et elle est obligée d'ailleurs, sinon il y a le déni de justice aussi qui est là. Donc la Cour, la connaissance ne va pas en fait glisser sur ce terrain-là, mais en tant que juge électoral, peut donner son avis et il est normalement, en fait, il est d'ailleurs inéluctable que la Cour puisse interpréter cette question de la façon la plus juste, c'est-à-dire qu'en permettant à tous les candidats d'avoir les mêmes temps d'antenne, d'avoir les mêmes conditions pour battre campagne, et cela veut dire que M. Mamadou ne devait pas rester dans sa cellule pour battre campagne. Donc maintenant, je pense que c'est à ses avocats qu'il convient, maintenant qu'il appartient de faire en fait d'activer toutes ces procédures là, sachant que toutes les garanties et toutes les conditions qu'exige la loi sont remplies pour qu'il soit à liberté. Mais si la Cour l'a pas jugé, c'est que il peut y avoir une telle interprétation parce que on peut pas comprendre
que ce soit parce que lui, il est parti sur le terrain de la complicité. Donc même ses avocats, dans leur stratégie de défense, ont évoqué la complicité. Donc si lui qui est le présumé complice est en détention, alors que les présumés auteurs sont en liberté, et ça pose un véritable problème de droit à ce niveau-là. Et j'estime que M. Amamadou aujourd'hui adopte une autre stratégie de défense, parce que quand il dit qu'il se considère un prisonnier politique, et oui, il donne en fait l'occasion à la justice de lui prouver le contraire. Et à ce niveau-là, je pense que j'ai évoqué la dernière fois la théorie des apparences, parce qu'en fait, vous savez, quand on rend une décision de justice, même si elle est injuste, il faut qu'elle donne l'apparence, en fait, d'être indépendante, d'être juste. Parce que sinon, celui à l'encontre de qui elle est rendue, cette décision, n'a pas le sentiment d'être jugé. Et il a le sentiment de l'injustice. Et là, ça lui cause un problème d'exécution de la décision de la justice. Donc, pour qu'une décision de justice puisse être exécutée et pour que le justiciable puisse se soumettre à cette décision-là, il faut qu'on lui donne l'impression que la justice a été rendue de façon indépendante, équitable et juste. Mais en fait, moi, vous savez, je sais pas, la lecture que je fais, moi, de cet arrêt, c'est que je pense simplement que l'enquête de moralité est une mesure administrative. Et pour moi, réellement, ce que vous évoquez dans cet arrêt est intéressant parce que aujourd'hui, moi, je me suis posé la question, et je fais les débats avec certains collègues, on s'est posé la question de savoir l'opportunité, en fait, pour la Cour d'avoir évoqué toutes ces questions-là dans ses motivations. Parce que vous savez, la décision de la Cour constitutionnelle quand même est une décision qui lie les pouvoirs publics et politiques et qui s'impose à tous. Et cette décision jouit d'une certaine crédibilité certaine qu'elle est lue, parce qu'aujourd'hui quand même notre Cour constitutionnelle a la vitrine informatique qui lui permet aussi d'être lue par beaucoup. Et d'ailleurs, je vis cet arrêt a déjà fait l'objet d'un commentaire par un professeur de droit constitutionnel, un professeur des universités de Montpellier. Les conclusions de cette enquête qui sont d'ailleurs pas fondées parce que la Cour n'a pas trouvé des pièces en fait, d'éléments probants pour pouvoir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle les a écartés du jugement. Donc je pense que l'enquête de moralité étant une mesure administrative et une mesure qui est prise par les autorités, soit policières ou de la gendarmerie, ne lie pas la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle se fonde sur le casier judiciaire qui retrace tout le parcours judiciaire du candidat. Donc, à ce sens, la Cour constitutionnelle, moi je pense que ça pose même un réel problème de droit et qui peut-être nous amène à penser déjà peut-être éventuellement à une révision de la Constitution du Niger. Parce que l'enquête de moralité, je sais pas, mais une Cour constitutionnelle aujourd'hui est bien, mais si la Cour constitutionnelle était peut-être partielle, elle aurait pu se fonder sur cette enquête de moralité pour balayer d'un revers de la main certaines candidatures. Mais elle a quand même ici pris du recul et s'est fondée sur certaines pièces fondamentales, que par exemple le casier judiciaire. Et d'ailleurs, je me pose une question, je me pose la question de l'opportunité de l'enquête de moralité si le casier judiciaire existe, parce que le casier judiciaire quand même est un acte juridique qui peut quand même valoir, qui fait foi. Tandis que l'enquête de moralité pose beaucoup de problèmes. Certains qui pensent que la Cour a trouvé, elle a bien fait de le faire parce que ça lui a permis au moins d'expliquer ce pourquoi l'enquête n'est pas fondée. Oui, peut-être. Mais je sais certainement qu'ils l'ont fait de bonne foi. Après, l'arrêt de la Cour constitutionnelle étant un arrêt insusceptible de recours, il faudrait aujourd'hui s'en tenir au terme de l'arrêt. Maintenant, moi, je n'ai pas de jugement politique à porter sur cette affaire parce que je pense que la Cour constitutionnelle, quand même, aujourd'hui, doit s'en féliciter parce que elle a permis aussi par sa décision de s'inscrire dans une ligne déjà tracée par la CENI et permettre des élections beaucoup plus inclusives et amener un climat de sérénité dans ce contexte électoral. Donc je pense que c'est surtout ce dont le Nigérien en fait a besoin.